J'ai annulé notre voyage en apprenant que son ex venait, elle s'est effondrée juste avant le vol. Il y a encore du sable dans la valise. Elle est posée près du miroir de l'entrée, comme une scène de crime que personne ne veut boucler. Je n'y ai pas touché. Je suis passé devant 17 fois aujourd'hui. Oui, j'ai compté. Et chaque fois, je jure qu'elle me semble plus lourde. Pas physiquement, juste plus lourde. Elle avait dit qu'elle la déferait à son retour, mais elle n'est jamais vraiment revenue. Pas de la même manière qu'elle était partie. Bien sûr, son corps est revenu. Son passeport a été tamponné. Ses chaussures ont touché le paillasson. Mais quelque chose d'autre est resté là-bas, pendant ce voyage. Quelque chose qu'elle ne compte pas, je crois, récupérer. Je n'étais pas censé ouvrir ses emails. Soyons clairs là-dessus. Je le sais. Je l'assume. Mais quand votre femme commence à souscrire une assurance voyage en secret, quand elle réserve une villa partagée pour la semaine de votre anniversaire et oublie nonchalamment de mentionner les arrangements pour dormir, vous avez droit à un moment de faiblesse. Ou peut-être que j'avais juste besoin d'une confirmation. Le genre de confirmation qui vient avec un itinéraire complet, étiqueté, jour 3, croisière en catamaran au coucher du soleil. Réservation pour Théo. Je ne sais même pas comment prononcer Théo. Est-ce Théo? Théo? Est-ce que ça a seulement de l'importance quand le nom de cet homme figure sur tous les plans qu'elle a fait? Ils étaient 8 pour ce voyage. Du moins, c'est ce que disaient les réservations. Mais un seul nom me dérangeait. Un seul nom apparaissait sur les photos qu'elle n'a pas publiées. Celles que j'ai trouvées parce que je suis doué pour la recherche d'images inversées. Et non, je ne suis pas parti. J'ai refusé. Elle a pleuré à l'aéroport. Pas quand je lui ai dit que je ne venais pas, mais quand ils ont appelé son nom à l'enregistrement et qu'elle s'est retournée, réalisant que je ne bluffais pas, que je la laissais partir. Elle est restée là, tenant ses sandales et sa carte d'embarquement comme une enfant perdue, les larmes coulant sur ses joues. Mais elle est quand même montée dans l'avion. Elle est quand même partie. Ça aurait dû être la fin. Mais cette histoire commence vraiment quand elle est revenue et qu'elle a ouvert la bouche. Quand elle a franchi la porte 5 jours plus tard, la valise n'a pas fait un bruit sourd en tombant. Elle a glissé. Ce doux frottement contre le carrelage était, d'une certaine manière, plus bruyant qu'un cri. Elle n'a pas dit salut, ne m'a même pas regardé tout de suite, a juste franchi le seuil, s'est arrêtée une longue seconde, puis a laissé tomber ses clés dans le bol près de la porte, comme si elle rentrait d'une réunion et non d'une escapade tropicale avec son ex. J'étais assis sur le canapé, ordinateur portable fermé, téléphone face contre terre, faisant semblant d'être perdu dans mes pensées. En vérité, je répétais depuis des heures, essayant différents tons. Devais-je paraître en colère, calme, trahi mais digne? Devais-je poser des questions ou la laisser avouer? Devais-je même parler en premier? Mais elle m'a devancé. Le vol a été retardé à Miami, a-t-elle marmonné, resserrant son pull bien que nous soyons en août et qu'il fasse humide. La douane, c'était l'enfer. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas un « tu m'as manqué ». Pas un « je suis désolé ». Pas même un regard qui disait « je sais ce que tu dois ressentir ». Elle est passée devant moi comme si j'étais un porte-manteau, est allée directement à la salle de bain et a fermé la porte. Alors, j'ai attendu. Je suis resté assis au même endroit pendant encore 15 minutes, écoutant le son étouffé de l'eau qui coulait. Peut-être une douche, peut-être juste un bruit pour noyer la tension. Quand elle est finalement sortie, elle portait un de mes vieux t-shirts, celui avec le logo délavé d'un groupe de rock indépendant qu'elle avait toujours fait semblant de détester. Et je jure devant Dieu qu'elle l'a mis exprès, comme un costume. Comme si elle essayait de se glisser à nouveau dans la peau de l'épouse qu'elle était avant de mettre un maillot de bain dans sa valise pour un voyage auquel je n'étais pas invité. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai attendu qu'elle parle, et elle l'a fait, finalement. On n'a pas partagé de chambre, a-t-elle dit, les yeux fixés sur le frigo comme si c'était une sorte d'oracle de vérité. Théo a dormi dans le salon. J'ai pris la suite d'amis à l'étage. Il n'y avait pas de lit double. L'annonce a changé après que j'ai réservé. J'aurais dû te le dire. C'est juste que... Je savais que tu avais déjà pris ta décision. Cette dernière phrase a frappé plus fort que tout le reste. Je savais que tu avais déjà pris ta décision. Comme si toute cette histoire était un malentendu auquel je m'accrochais par dépit. Comme si ce n'était pas elle qui avait choisi de monter dans un avion au lieu de parler à son mari.
comme si je n'étais pas resté au lit chaque nuit à rafraîchir son Instagram pour ne le trouver que vide, sachant qu'elle publiait pour ses amis proches la version de sa vie dont je ne faisais plus partie. Je lui ai posé la seule question qui comptait. L'as-tu vu seul? Elle a hésité. Cette micro-pause qui se situe entre le mensonge et la vérité. Puis elle a hoché la tête. Oui, une fois. On a pris un café, juste nous deux. Je l'ai regardé, attendant plus. Une explication, une raison, n'importe quoi. Au lieu de ça, elle a ajouté, c'était bizarre. Il a changé. Il est sobre maintenant. Il a un peu pleuré. Ce n'était pas romantique ou quoi que ce soit. Pas romantique. Pas quoi que ce soit. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne l'ai pas dit à voix haute, cependant. J'ai juste hoché la tête comme un lâche, comme un homme qui avait trop peur qu'en insistant, il ne découvre quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais oublier. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas disputés. Nous n'avons ni crié, ni pleuré, ni tout mis à plat comme les couples dans les films. Nous sommes juste restés allongés dans le lit, nos corps à 15 centimètres l'un de l'autre, mais à des kilomètres de distance, respirant dans des directions opposées. Et j'ai fixé le plafond pendant des heures, me posant sans cesse la même question. Si rien ne s'est passé, pourquoi ai-je l'impression que quelque chose s'est terminé? Je n'avais pas l'intention de chercher quoi que ce soit. C'est la vérité. Je me le suis dit, même une fois à voix haute, que je n'allais pas creuser, que j'allais la croire sur parole. Que les gens méritent de l'espace après un voyage bizarre, surtout s'ils disent qu'ils n'ont rien fait de mal, n'est-ce pas? Mais les gens ne ramènent généralement pas des souvenirs de silence si tout s'est bien passé. Alors, quand Ren est parti travailler ce lundi-là, je suis resté assis à la table de la cuisine, buvant un café tiède et fixant son sac d'ordinateur, celui qu'elle fermait toujours à glissière, mais ne verrouillait jamais. Il était là, juste à côté de la chaise qu'elle avait laissé tirer en biais, comme si elle était partie précipitamment ou voulait que je remarque quelque chose. Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. J'ai bougé lentement, comme si je désamorçais une bombe. Je ne suis pas allé voir ses textos, ses emails ou même ses réseaux sociaux. J'ai ouvert Spotify. Oui, je sais ce que ça peut paraître. Mais la musique a toujours été son baromètre. Elle crée des playlists comme si c'était des journaux intimes. Elle est capable de construire des listes de lecture entières juste pour une humeur, un repas ou un trajet de 2 heures. Et bien sûr, il y avait une playlist nommée simplement « CR ». Costa Rica. L'image de couverture n'était rien. Une photo de palmier probablement tirée d'une banque d'images. Mais les chansons, c'est là que l'histoire s'est dévoilée. Ça commençait doucement. Blue Ridge Mountains, de Fleet Foxes. Rivers End Road, de The Head and the Hat. Des morceaux mélancoliques, nostalgiques. Rien d'alarmant jusqu'à ce que je remarque le 3e titre. Cherry Wine, de Hozier. Version live. Cette chanson est pratiquement une confession. Brute, calme, suintant l'intimité. Ce n'est pas quelque chose qu'on met pendant un feu de camp sur la plage avec des amis. C'est quelque chose qu'on écoute seul, ou avec quelqu'un qui vous manque, ou avec quelqu'un qui ne devrait pas vous manquer. J'ai continué à faire défiler. Le 7e morceau était « All You Want » de Kodaline. Le 9e, Holocene. Et enfoui tout à la fin, le 12e morceau était « You Were Good to Me » de Jérémy Zucker. Le tout ressemblait à une playlist de rupture faite avant même qu'une rupture n'ait eu lieu. Ma poitrine s'est serrée. J'ai vérifié la date de création. Créé 5 jours avant le voyage. Dernière mise à jour pendant son absence. Rendu privé. Et voici la partie qui m'a vraiment retourné l'estomac. Elle était téléchargée sur son téléphone. Ce qui signifie qu'elle l'écoutait hors ligne. Ce qui signifie qu'elle la choisissait délibérément, au-dessus de tout le reste. Pourquoi? Si le voyage était innocent, juste de vieux amis qui se retrouvent, pourquoi créer un éloge funèbre de 12 chansons? Pourquoi le cacher? Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. J'ai essayé. Je jure que j'ai essayé. J'ai ouvert la bouche 2 fois au dîner, mais à chaque fois, elle était déjà au milieu d'une phrase, parlant d'un type bizarre dans l'avion qui n'arrêtait pas de parler de crypto-monnaie, et j'ai juste laissé tomber. Elle a ri. J'ai ri en retour, mais je me sentais comme un fantôme assis à cette table, invisible, vidée, l'observant d'une distance que je ne pouvais mesurer. Et plus tard cette nuit-là, pendant qu'elle se brossait les dents,
je me suis assis sur le bord du lit et j'ai écouté cette playlist dans le noir. Une chanson tournait en boucle alors qu'elle grimpait dans le lit à côté de moi. You were good to me, tu as été bon avec moi, et je me suis demandé si, peut-être, juste peut-être, elle était déjà partie. Je pense que je suis devenu quelqu'un d'autre cette semaine-là. Pas d'un seul coup. Ce n'était pas comme appuyer sur un interrupteur. C'était plus comme tourner un bouton chaque jour. Un peu plus de parasites dans ma tête, un peu plus de bruit dans le silence. Je ne dormais pas beaucoup. Je me réveillais à 3h17 du matin, puis à 4h01, puis à 5h02. Et chaque fois, elle dormait à côté de moi, sa respiration douce et rythmée, comme un métronome avec lequel je n'étais plus en phase. Son visage était paisible. Rêvant de quoi? Pas de moi. J'ai commencé à vérifier des choses. Son calendrier, ses brouillons Instagram, ses notes épinglées. Des choses stupides, inoffensives, jusqu'à ce que je trouve quelque chose que je n'étais pas censé trouver. J'étais assis à mon bureau, soi-disant en train de travailler, quand une notification a vibré sur son iPad, celui qu'elle n'utilisait jamais vraiment, celui qui était toujours synchronisé avec son e-message. Elle était au yoga. J'étais à la maison en survêtement, faisant semblant de me concentrer sur des feuilles de calcul que je n'avais pas ouvertes. La notification était simple. Théo, j'ai tout supprimé comme tu l'as demandé, mais ça me semble mal. Cette phrase a eu l'effet d'une trappe s'ouvrant sous mes pieds. Je l'ai lue une fois, puis une autre, puis une troisième. Comme si les lettres allaient peut-être se réarranger en quelque chose qui ne me nourrait pas l'estomac. Mais non, c'était toujours là, clair, sans ambiguïté. J'ai tout supprimé comme tu l'as demandé. Qu'était, tout? Des photos, des messages, la vérité? Le message a disparu une seconde plus tard, non envoyé, parti comme un fantôme. Mais je l'avais vu et maintenant je ne pouvais plus l'ignorer. J'avais les mains froides. J'avais des vertiges. J'ai ouvert leur fil de discussion. Juste une douzaine de messages. Tous génériques. Pas de flirt. Pas d'émoji cœur. Aucun signe de quoi que ce soit, en fait. Presque trop propre. Comme une chambre d'hôtel après le départ. Mais ce ne sont pas les messages qui m'ont frappé. C'étaient les horodatages, les lacunes. Il s'était écrit le premier jour du voyage, puis le silence, puis de nouveau le dernier soir. Un message d'elle. J'espère que tu ne regrettes rien. Moi, non. C'était tout. Je suis resté là, fixant cette seule ligne comme si elle pouvait se fissurer et révéler une toute autre vie. Mon esprit a joué toutes les interprétations. Parlait-elle de ne pas avoir couché ensemble, ou d'avoir couché ensemble sans s'en soucier? Ou était-ce quelque chose de pire? Quelque chose de non physique, mais de plus profond? Une ligne franchie qui n'avait rien à voir avec les corps et tout à voir avec la loyauté. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis comme ça. Je me souviens juste du son de la porte d'entrée qui s'ouvrait et de sa voix m'appelant. J'ai refermé l'iPad d'un coup sec et je suis allé dans la cuisine comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé sur la joue. Ses lèvres étaient chaudes, familières. Elle m'a demandé ce que je voulais pour le dîner et j'ai juste dit, n'importe quoi, ça me va. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de brutal. Je n'avais plus peur de ce qu'elle aurait pu faire. J'avais peur de ce que je pourrais faire si je le découvrais avec certitude. J'ai toujours pensé que les mensonges avaient un certain son, un accrochage dans la gorge, un clignement d'yeux trop lent. La façon dont une voix monte légèrement quand quelqu'un étire la vérité pour qu'elle corresponde à la forme de votre suspicion. Mais maintenant, je connais le vrai son du mensonge. Il est désinvolte, sans effort, comme le tintement d'une cuillère dans une tasse de café. Jeudi matin, elle m'a demandé si je pouvais prendre du lait d'avoine en rentrant. C'est tout. Juste du lait d'avoine. Souriante, pieds nus dans la cuisine, avec le même t-shirt trop grand, fredonnant à voix basse comme si son âme était légère. Pendant ce temps, j'avais à peine dormi, la tête pleine de possibilités. Ma poitrine me brûlait constamment, comme de l'acide sous ma peau. Elle ne savait pas que j'avais vu les messages. Elle ne savait pas que j'avais suivi la playlist. Elle ne savait pas que la veille, j'avais envoyé un message à Théo depuis un compte anonyme. Oui, je sais ce que ça peut paraître. Désespéré, paranoïaque. Je m'en fichais. J'ai créé un compte sans photo, sans nom, et une seule ligne de texte. Elle nous ment toujours à tous les deux. Tu le sais.
J'ai attendu. Pas de réponse. Je n'étais même pas sûr que le message soit passé. Son profil était verrouillé, privé. Mais j'avais le sentiment que s'il le voyait, quelque chose se briserait. Et quelque chose s'est brisé. Le lendemain, je suis rentré plus tôt que prévu. Je n'essayais pas de la surprendre en flagrant délit. Honnêtement, je ne voulais juste plus être seul avec mes pensées. Mais quand j'ai franchi la porte d'entrée, je l'ai entendue chuchoter dans la chambre d'amis. Elle n'était pas au téléphone. Elle s'enregistrait. C'est la partie qui m'a décontenancé. Sa voix était basse, inégale, comme si elle répétait quelque chose, comme si elle essayait de s'entraîner à la sonorité que ça aurait. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle chuchoté. Je jure devant Dieu, je ne suis pas allé là-bas pour. Non, ce n'est pas ça. Ça sonne coupable. Réessai. Pause. Profonde inspiration. Emery, tu dois me croire. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de moi, de sentir que je pouvais à nouveau respirer. Elle s'est arrêtée. Je n'ai pas bougé. Je suis resté dans le couloir comme une ombre, mon cœur martelant mes côtes. Elle a supprimé l'enregistrement une seconde plus tard. J'ai entendu le petit clic de son téléphone et le soupir qu'elle laisse toujours échapper quand elle pense avoir pris une décision. Puis elle est entrée dans la salle de bain, porte fermée, ventilateur en marche, et je suis resté là, tremblant, parce que je n'avais jamais entendu quelqu'un se mentir à soi-même auparavant. Pas à voix haute, pas comme ça. Ce qui m'a effrayé, ce ne sont pas les mots. C'est le ton. Pas coupable, pas brisé, juste fatigué. Comme si elle se préparait à quelque chose d'inévitable. Ce soir-là, je n'en ai pas parlé. Je ne pouvais pas. J'avais trop peur de la facilité avec laquelle elle sourirait à nouveau, de la facilité avec laquelle elle me ferait douter de tout ce que j'avais entendu. Alors, à la place, j'ai posé des questions sur le voyage à nouveau, nonchalamment, pendant que nous nous brossions les dents. J'ai demandé si quelque chose l'avait surprise, si quelqu'un s'était comporté bizarrement, s'il s'était passé quelque chose de gênant. Elle a marqué une pause de moins d'une seconde. Puis, non, totalement normal. Juste trop de soleil. Je suis contente d'être à la maison. Elle a dit ça en portant le bracelet qu'ils avaient tous eu ensemble. Un truc tressé, coûtant probablement 9 € chez un vendeur de rue, du genre qu'on serre fort et qu'on oublie d'enlever. Il s'effilochait déjà. Le fil rouge était presque cassé. Et c'est là que j'ai su que j'allais tirer dessus. Surtout. Pas le fil, le mensonge, sa version de la réalité. Parce que si elle ne me disait pas la vérité, j'irais la trouver moi-même. Et cela signifiait aller quelque part où j'avais juré de ne jamais aller. Je ne pensais pas que je le ferais vraiment. J'avais son numéro enregistré depuis plus d'1 an. Jamais utilisé. Juste une de ces choses qu'on garde par obligation. Sacha était l'ancienne colocataire de Rennes. Bruyante, magnétique, toujours un peu trop ivre au mariage, et juste assez perspicace pour être dangereuse. C'est le genre de personne qui se souvient de la chose exacte que vous avez dite il y a 2 ans quand vous étiez épuisé par le manque de sommeil et malheureux, et qui en reparle au brunch comme si c'était hilarant. Nous ne nous étions jamais beaucoup appréciés, mais elle était là, pendant le voyage, l'une des 8. Alors j'ai appelé. Numéro masqué, voix basse. Je n'avais pas de script, pas de plan, juste ce brouillard de désespoir lourd dans ma poitrine et une pensée qui se répétait comme un battement de cœur. Ne dis pas son nom. Ne dis pas Théo. Écoute juste. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Allô? J'ai hésité. Salut, c'est Emery. Pause. Pas de choc, même pas de confusion, juste une pause. Oh, a-t-elle dit lentement. Je me demandais quand tu appellerais. Cette seule phrase m'a presque fait raccrocher. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ça veut dire, a-t-elle soupiré, que je pensais que tu l'aurais compris beaucoup plus tôt. Ou peut-être que j'espérais que tu ne le ferais pas, je me suis assis sur le bord de la baignoire, tenant le téléphone comme s'il pouvait exploser. Tu ne vas pas lui dire qu'on a parlé, n'est-ce pas, a-t-elle ajouté rapidement. Parce que j'aime bien Rennes. Vraiment. Je ne veux pas la blesser, mais je ne veux plus faire semblant non plus. J'avais la bouche sèche. J'ai forcé les mots à sortir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Autre pause. Plus longue cette fois. Pas de la façon que tu penses, a-t-elle dit.
Rien ne s'est techniquement passé entre eux. Du moins, pas là où on pouvait le voir. Pas de baiser. Pas de dérobade. Mais ça ne veut pas dire que c'était innocent. On pouvait le sentir. L'air changeait quand ils étaient l'un près de l'autre. Tout le monde l'a senti. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé le silence s'éterniser. Elle a continué, c'était pire parce qu'ils ne se touchaient pas. Ça rendait les choses plus lourdes, comme s'ils dansaient autour de quelque chose de non dit tout le temps. Il lui apportait du café tous les matins. Elle s'asseyait toujours à côté de lui, même quand il y avait 6 autres places. Il parlait tard, après que tout le monde soit allé se coucher, sur le balcon. Je les ai entendus rire une nuit vers 2 heures du matin. J'ai serré la mâchoire. Donc, tu dis qu'elle a eu une liaison émotionnelle. Je dis, a dit Sacha prudemment, que je n'aurais pas pu faire ça avec mon ex si j'étais marié. C'est tout. Ma main tremblait. Elle a baissé la voix. Écoute, Théo n'est pas venu seul. Il a amené quelqu'un, une fille nommée Ria. Il se voit depuis quelques mois. Reine ne l'aimait pas. Elle n'arrêtait pas de la qualifier de fade. Elle l'a évité pendant tout le voyage. C'était bizarre. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Tu dis qu'elle était jalouse? Je dis que ça ne ressemblait pas à une page qui se tourne. Nous sommes restés en silence pendant un long moment après ça. Le genre de silence qui n'est pas vide. Le genre qui est plein de vérité, de honte, de choses que nous comprenions tous les deux, mais qu'aucun de nous ne voulait dire à voix haute. Avant de raccrocher, Sacha a dit une dernière chose. Quelque chose qui n'a eu de sens que des heures plus tard. Elle ne ment pas parce qu'elle a trompé, Emery. Elle ment parce qu'elle a ressenti quelque chose et qu'elle ne sait pas quoi en faire. Et honnêtement, toi non plus. Quand j'ai posé le téléphone, la maison était calme. Reine était dans le salon, fredonnant, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et a souri comme le soleil. « Salut chérie, tout va bien ?» J'ai souri en retour, parce que maintenant, je savais exactement ce que je devais faire. Ce qui est étrange, quand on décide enfin de confronter quelqu'un, c'est à quel point tout ce qui vous entoure continue d'être banal. Le monde ne s'arrête pas. Le trafic dehors bourdonne toujours. Le frigo fait toujours ce petit cliquetis quand le compresseur se met en marche. Et votre femme, la femme en qui vous avez lentement commencé à oublier comment avoir confiance, plie toujours votre chemise et fredonne une chanson dont elle ne se rend même pas compte qu'elle provient de la playlist qu'elle a faite pour un autre homme. C'est arrivé un dimanche après-midi. Elle était assise en tailleur par terre, pliant du linge, le dos tourné vers moi, les cheveux en chignon désordonnés, comme si c'était un jour ordinaire. Elle tenait ma chemise en flanelle bleue dans ses mains, celle qu'elle me volait au début de notre relation. Avant que nous ayons un placard commun, avant que nous ayons une vie commune pleine d'écho et d'omissions. Je me tenais dans le couloir, l'observant à travers l'interstice entre la porte et le cadre. Je n'étais pas nerveux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus triste. Je me sentais juste vide, comme si j'avais déjà fait le deuil de quelque chose qu'aucun de nous n'avait le courage de nommer. « Salut », ai-je dit doucement en entrant. Elle s'est retournée et a souri. Cette même courbe désinvolte et réflexe de ses lèvres qu'elle utilisait avec les inconnus et les caissiers. Pas le genre de sourire qu'on utilise quand on tient quelque chose de sacré entre soi. Pas le genre de sourire qui a sa place dans un mariage. « Salut, fais du logis », a-t-elle plaisanté. « Tu veux aider ?» Je me suis assis sur le bord du lit et je n'ai rien dit. Elle n'a pas remarqué au début. Elle a continué à plier chemise après chemise, faisant de petites piles bien nettes qui semblaient soudain absurdes, comme essayer de mettre de l'ordre dans le chaos. Finalement, elle a levé les yeux. Son sourire a légèrement vacillé. « Ça va ?» J'ai étudié son visage. Chaque ride, chaque tache de rousseur. Je me suis demandé combien de versions d'elle je n'avais jamais rencontrées. Combien de vies elle avait vécues pendant que j'essayais de croire que celle-ci était suffisante. J'ai parlé à Sacha, ai-je dit finalement. Elle s'est figée, juste un instant. Pas longtemps. Juste assez. Oh, a-t-elle dit d'un ton léger, en posant une autre chemise sur la pile. À propos de quoi? Elle m'a tout dit, ai-je répondu. Je voulais laisser la porte ouverte. Je voulais voir quelle version du mensonge elle choisirait en premier. Les yeux de Reine se sont tournés vers moi, calculateur, pas effrayé, pas coupable, juste sur la défensive,
comme quelqu'un qui cherche les issues de secours dans une pièce qui prend feu. Je veux dire, a-t-elle commencé lentement, Sacha a un penchant pour le drame. Tu sais ça. Elle a dit que tu n'avais pas été honnête avec moi. Reine n'a pas parlé. Elle s'est juste assise en arrière sur ses mains, regardant la pile de linge comme si elle l'avait trahi. Elle a dit que vous ne vous étiez pas touchés, toi et Théo, mais qu'il se passait quand même quelque chose. Reine a ri, un petit rire amer qui n'a pas atteint ses yeux. Et alors? Je n'ai plus le droit de ressentir quoi que ce soit maintenant. Je n'ai rien dit. Sa voix a légèrement monté. C'est de ça qu'il s'agit? De la police des émotions, des crimes de la pensée? Devrais-je aussi te rapporter mes rêves, Emery? Tu ne m'as pas dit que tu restais éveillé avec lui la nuit. Parce que je savais que tu y verrais quelque chose que ce n'était pas, non, ai-je dit, croisant enfin son regard. Tu savais que je le verrais pour ce que c'était. Nous nous sommes regardés. Deux étrangers dans une maison que nous pensions autrefois être un foyer. Et puis elle a détourné le regard. Je ne t'ai pas trompé, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je dit. C'est ce qui rend les choses pires. Elle a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas trompé. Mais tu es parti, émotionnellement, mentalement. Tu as fait cette valise bien avant de monter dans l'avion. Elle s'est levée rapidement, sur la défensive. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, mais c'est la vérité. Et voici la partie qui m'a le plus anéanti. Elle ne l'a pas nié. Pas une seule fois. Elle est juste restée là, croisant les bras maintenant au lieu du linge. La bouche en une ligne dure, les yeux distants. L'aimes-tu? Ai-je demandé. Silence. M'aimes-tu? Silence plus long. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a finalement ouvert la bouche. Mais au lieu de répondre, elle a juste dit, je ne sais pas comment réparer ça. Et tout ce que j'ai pu dire, c'est, tu n'as jamais essayé. Elle a quitté la pièce. Je ne l'ai pas suivie. Je suis juste resté assis là, à côté d'une pile de chemises parfaitement pliées, me demandant quand exactement l'amour s'était transformé en performance et combien d'actes il nous restait avant que le rideau ne tombe enfin. Je pensais que ça se terminerait par une porte qui claque ou un départ silencieux, ou moi assis par terre au milieu de mes propres pensées, regardant l'ombre d'une femme que je connaissais autrefois disparaître au bout du couloir pour de bon. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 2 jours après la confrontation, elle est partie, mais pas de la manière que j'attendais. Elle n'a pas crié, n'a pas accusé. Elle a fait ses valises lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui clôture une vie, pas qui s'en échappe. Je l'ai aidé à plier certains de ses vêtements. Nous n'avons pas parlé pendant que nous le faisions, nous bougions juste en synchronie silencieuse, comme 2 astronautes à court d'oxygène dans la même capsule. Toujours attachés, toujours à la dérive. Quand le dernier sac a été fermé, elle m'a regardé. Vraiment regardé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit. Je sais. Et je ne pense plus pouvoir être la personne dont tu as besoin. J'ai hoché la tête. Mais tu l'as été, pendant longtemps. Elle a pleuré. Pas le genre de larmes désordonnées. Le genre silencieux et piquant. Le genre qui a le goût du regret et du soulagement à la fois. Je ne l'ai pas arrêté. Je lui ai juste tenu la main pendant qu'elle pleurait. Parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un est à la fois votre souvenir préféré et votre plus profonde douleur. Elle a de nouveau laissé la valise près du miroir. Mais cette fois, elle l'a emportée avec elle. Et voici la partie que je n'attendais pas. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus léger. Pas heureux. Pas exactement. Mais je ne me noyais plus dans les non-dits. J'ai fait du café pour une personne. J'ai mis de la musique à voix haute. Pas pour espionner, pas pour décoder des significations cachées, mais juste parce que ça sonnait bien à nouveau. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé par texto une photo de l'océan. Pas de légende. J'ai répondu, tu avais raison pour la playlist. Cette dernière chanson m'est restée en tête. Elle a répondu, moi aussi. J'espère que tu vas bien. Ça ira. Et je le pensais. Ça fait 4 mois maintenant. J'ai recommencé à faire du jogging, principalement pour pouvoir dire que je fais du jogging et me sentir suffisant à ce sujet. Je parle plus aux gens. Je lève plus les yeux. J'ai acheté une nouvelle chemise et j'ai jeté celle qu'elle avait l'habitude d'emprunter. La semaine dernière,
j'ai vu Sacha dans une librairie. Nous avons parlé de rien pendant 20 minutes. Ça n'a pas fait mal. Je ne sais pas si Ren est avec Théo. Je ne pense pas que ça ait de l'importance, parce que parfois, l'histoire ne se termine pas par la justice, la vengeance ou un grand rebondissement final. Parfois, elle se termine avec deux personnes qui admettent qu'elles se sont éloignées et qui choisissent de ne pas empoisonner ce qui reste juste pour gagner une dispute. Parfois, on laisse juste tomber. Et le plus étrange, c'est que parfois, ça ressemble à de l'amour.